que Caros peut faire et de ce que Caros peut opérer en territoire rural. Donc, Stop-là, ce fameux service public de covoiturage du PETR Bruges-Mossig, d'abord peut-être vous dire un mot sur le type de territoire dont on parle. Donc, c'est un pôle d'équilibre territorial et rural qui comprend 86 communes organisées en 3 communautés de communes. On est sur un territoire qui est limitrophe à l'est de l'Eurométropole de Strasbourg et à l'ouest des Vosges et qui se situe à peu près à 20 km de Saint-Dié-des-Vosges. C'est un territoire qui comprend 87 000 habitants, qui présente des disparités importantes, des disparités territoriales importantes, des disparités territoriales de peuplement et de dynamisme économique, avec l'est du territoire qui est plus peuplé et qui est plus dynamique compte tenu de sa proximité avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et c'est un PETR qui n'a pas la compétence mobilité, mais qui coordonne les 3 communautés de communes qui l'ont. Le projet a émergé, enfin, au moment de l'émergence du projet, donc du déploiement de Stop-là opéré par Caros, le territoire comprenait 2 lignes de TER qui desservaient 19 gares sur le territoire, ainsi qu'une ligne de car en site propre et 9 autres lignes de car interurbains. Sur l'émergence du projet Stop-là, dont vous avez une illustration en bas à gauche avec du coup le logo de la marque de territoire. Donc sur l'émergence de ce projet, ça a émergé dans le cadre du schéma de cohérence territoriale. Donc en lien avec le SCOT, l'objectif principal, c'était d'augmenter le dynamisme et l'attractivité économique du territoire. Et c'est pour répondre à cet objectif qu'a été mis en place un service public de covoiturage pour les trajets domicile-travail qui a été nommé du coup Stop-là. Ce service, à la fois, augmente et complète, bien sûr, le maillage du territoire, notamment dans les zones les moins bien desservies. Ce service favorise aussi le rabattement vers la ligne TER. C'est un service qui ne crée pas de concurrence aux lignes de transport déjà en place grâce à un système d'exclusion des trajets sur lequel je pourrais revenir. Donc ça, c'était à la fois le cahier des charges du PETR et c'est ce qui est, on va dire réalisé aujourd'hui. Peut-être quelques éléments supplémentaires sur le pilotage et sur les ingrédients du succès. Donc, on est sur un pilotage par le pôle d'équilibre territorial et rural qui, comme je vous l'ai dit, coordonne les 3 communautés de communes qui ont la compétence mobilité. Et une fois qu'on a signé et lancé le service, je vais vous parler des modalités de déploiement juste après, on est allé créer sur le territoire ce qu'on appelle des projets entreprises. Donc, on est allé tout simplement mobiliser les employeurs en lançant un programme de sensibilisation au covoiturage et en allant démarcher les employeurs vraiment pour mettre le pied à l'étrier des acteurs principaux du territoire. Donc, on a organisé des webinaires de lancement, on a fait connaître le service en réalisant des supports de communication, on a poussé à l'usage en entreprise en proposant des animations chez les employeurs partenaires. Ces animations, on les a assurées en marque Stop-là et non pas en marque Caros. Voilà les quelques éléments qu'on a pu déployer. Sur les modalités de déploiement de ce service public de covoiturage, donc on a été sur un lancement en septembre 2023, ça fait un peu moins d'1 an et demi que le service est lancé. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du rétroplanning, donc on a eu un comité de pilotage du projet en avril 2023, comité de développement du projet au mois de juin, comité technique en juillet, les premiers webinaires de présentation à destination des employeurs et des communes en août, et un lancement officiel en septembre, lancement avec conférence de presse. Aujourd'hui, au bout d'1 an et demi, pour vous donner un ordre d'idée en matière budgétaire, on est à moins de 100 000 € de fonctionnement pour 18 mois et ces 100 000 € comprennent à la fois le coût de la licence Caros, le subventionnement des trajets sur lequel je vais revenir parce que le PETR contribue à subventionner les trajets des habitants et la commission versée à l'opérateur sur les trajets. Si je dois faire un retour d'expérience, je pense que ce sont les chiffres qui parlent le mieux. Donc, on est sur moins d'1 an et demi. Et les résultats aujourd'hui, c'est qu'on a près de 3 500 utilisateurs sur le territoire, quasiment 31 000 trajets qui ont été réalisés.
dont 49% sont réalisés par les 23 entreprises partenaires sur le territoire, ce qui correspond à près de 45 tonnes de CO2 évitées et à 150 000 € de pouvoir d'achat redistribués aux utilisateurs. Et en ce qui concerne la tarification, dont je vous ai parlé un petit peu avant, donc on est sur un ticket passager de 1 €, c'est-à-dire que chaque passager paie son trajet 1 € jusqu'à 30 km et 10 centimes par kilomètre supplémentaire au-delà, et sur un avantage conducteur de 2 € par passager jusqu'à 30 km, avec 10 centimes au kilomètre passager au-delà. Donc, vous en déduisez que le PETR subventionne chaque ticket passager à hauteur de 1 €, c'est-à-dire 50% de son prix. Ce que je pourrais vous dire, et après je vais céder la parole pour éviter de trop parler, mais on pourra peut-être en parler dans les questions-réponses si ça vous intéresse, mais en 2024, fin 2024, le PETR est allé un cran plus loin en mettant en place des panneaux pour matérialiser le service, donc en mettant en place 188 panneaux gérés en autonomie par chaque maire sur sa commune, ce qui rend la solution véritablement tangible et identifiable sur le territoire. Et on observe que plus de 21% des rendez-vous sont donnés sur un de ces panneaux, en origine ou en destination. Et sur une commune, ça monte même à 80%, donc c'est plutôt un succès. Et avant de céder la parole, quelques peut-être convictions ou réflexions pour ouvrir. Premier point, c'est que le covoiturage courte distance, domicile-travail, ça fonctionne. Et ça fonctionne en milieu rural, et particulièrement bien en milieu rural. Deuxième conviction, c'est que le fait pour un opérateur comme Caros, par exemple, de s'effacer au profit du développement d'une marque de territoire, c'est un outil qui est très puissant parce que les habitants s'approprient le service en l'identifiant comme un service public local. Troisième conviction, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre, d'un côté, le fait de ne pas imposer sa marque sur un territoire pour ne pas le standardiser, sinon il y a quand même un manque de cohérence et on ne peut pas en faire un service public et les AOM n'ont pas d'intérêt à s'emparer du sujet. Et d'un autre, il faut trouver un équilibre entre ça et le fait de ne pas se contenter, si vous voulez, de seulement, en tant qu'opérateur, rendre sa solution technique disponible sans faire d'action pour développer l'usage. Si on avait simplement laissé la licence d'application de notre application, la licence d'utilisation de notre application, je peux vous garantir qu'on ne serait pas aujourd'hui à 31 000 trajets s'il n'y avait pas eu véritablement d'accompagnement, de mobilisation des employeurs, etc. Donc, il faut vraiment il faut vraiment arriver à trouver le point d'équilibre entre les deux. Et voilà, je pense que j'ai été assez long comme ça, donc on pourra éventuellement échanger dans le cadre des questions-réponses. Et je vais laisser la parole à Adrien Torregrossa, qui est le directeur marketing de Padam Mobility. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Victor, bonjour à tous. Est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est tout bon? Alors, de notre côté, chez Padam Mobility, on propose des logiciels de transport à la demande pour fournir une continuité du transport public partout où c'est compliqué, partout où la demande est peu dense et donc partout où ça coûterait trop cher de mettre des lignes fixes. Ce que ça permet, c'est un désenclavement et une meilleure desserte de ces territoires pour offrir à nos concitoyens, aux habitants, un meilleur accès aux services et aux emplois. Puis ça promeut une mobilité plus responsable, plus inclusive et plus accessible. Il y a aussi la notion de TPMR, de transport pour personnes à mobilité réduite, que je vais évoquer bientôt. Et tout ça contribue à proposer une alternative à la voiture individuelle. Quelques chiffres concernant des retours d'expérience sur certains de nos territoires, notamment du côté de Strasbourg et dans le canton de Genève. On a à peu près 20% de nos usagers qui, avant la mise en place d'une offre de transport à la demande, n'avaient pas de moyens. Donc, ils se déplaçaient à pied ou alors ils se déplaçaient pas du tout. L'idée du transport à la demande, c'est via cette espèce de couteau suisse du transport public, de proposer du transport public partout et donc de sortir certaines personnes de ce qu'on appelle la précarité mobilité. En général, il y a une certaine convivialité, un certain plaisir à l'usage du transport à la demande. Donc, c'est un service, ce sont des outils qui sont assez appréciés par les usagers. Et là où on est plutôt dans les zones périurbaines,
là où on met des services de transport à la demande, on peut appeler peut-être massifs, on a une baisse conséquente de l'usage de la voiture individuelle, ce qui permet à certaines familles périurbaines notamment de se passer de deux voitures par famille à une seule voiture grâce au transport à la demande. Et donc, toujours sur ces territoires de Genève et de Strasbourg, en périphérie, là où il y a du transport à la demande, les usagers déclarent que ils étaient à peu près un tiers à utiliser la voiture avant pour les mêmes trajets. Pour revenir sur nos interfaces, bien comprendre ce qu'on propose chez Padam Mobility, c'est la suite logicielle qui va de l'interface de gestion, donc la création de l'offre, là on va placer les véhicules, les arrêts, déterminer les règles du service, et puis aussi, en bon français, le monitorer, c'est-à-dire avoir un suivi du service, de cette performance, et pouvoir éventuellement l'améliorer. Il y a l'application qui est dédiée au conducteur et qui va indiquer en temps réel au conducteur où prendre les usagers. Et puis enfin, une application en marque blanche de réservation. Pour ceux qui ne veulent pas l'application, il y a une plateforme sur Internet. Et cette plateforme, c'est celle qui est utilisée par les centrales d'appel quand on propose, ça va être le cas dans l'exemple que je vais mentionner juste après, quand on ne propose pas l'application et l'interface web pour les usagers, et qu'on propose juste une centrale d'appel téléphonique. Et donc, le cas qui nous occupe et qui est mentionné dans le guide que nous avons, auquel nous avons contribué avec la FNTV, c'est le cas de la communauté de communes de Saint-Pourçain-Sioule-Limagne, donc une communauté de communes très rurale avec 34 000 habitants sur 60 communes, au sein du département de l'Allier, à 60 km au nord de Clermont-Ferrand, une trentaine de minutes au nord-ouest de Vichy. C'est une communauté de communes qui a la compétence mobilité, où il y a 2 bourgs de plus de 5 000 habitants et 3 bourgs de plus de 1 000 habitants, donc ils sont un peu les pôles locaux, avec une population assez âgée, puisque plus d'un tiers des habitants ont plus de 60 ans. Et il y avait déjà un transport à la demande depuis 2017, mais tout était fait manuellement. Il y avait à l'époque une inscription auprès de la CCSPL et l'alimentation de la ligne des ayants droit qui était à mettre à jour régulièrement. Ces réservations-là étaient envoyées sur un fichier Excel. Ensuite, on passait par une carte sur Google Maps. Et enfin, une liste de missions au format TomTom, ce qui prenait beaucoup de temps, beaucoup d'étapes manuelles. Et donc, l'opérateur Keolis a suggéré de passer par un outil comme le nôtre pour optimiser tout ça et réduire les coûts, à la fois pour l'opérateur, mais surtout pour l'AOM en place. À savoir que de notre côté, Padam Mobility, on travaille majoritairement en direct avec les grands opérateurs du territoire, mais il nous arrive aussi de passer avec les AOM quand il s'agit de régies notamment. Et donc, ce qui est intéressant dans le cas de 5%, c'est l'idée de mutualisation des coûts à une échelle départementale, régionale ou en tout cas globale. Ce qui permet de réduire les coûts, c'est le fait d'avoir une centrale de réservation pour 6 offres de TAD sur un territoire donné. Et parmi ces 6 TAD, il y en a 4 qui sont TPMR, 2 qui sont très ruraux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une espèce de démarche agnostique, puisque notamment notre outil est utilisé que du côté de Saint-Pourçain-sur-Sioule, et donc sur les autres territoires, ce sont des plateformes concurrentes aux nôtres, ou même parfois, j'imagine, des outils encore manuels qui sont utilisés, et tout ça est centralisé sur la plateforme mutualisée de Keolis. Et donc, le service qui nous intéresse et qui, comme vous voyez, est en marque blanche, il y a aussi cette idée de marketing territorial et d'appropriation du service par les habitants, qui s'appelle Télib. Et donc là, on est plutôt sur une idée de continuité du transport public et d'offrir du transport public
pour tous ceux pour qui c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une offre d'ambition quotidienne et de remplacement de toutes les personnes qui utilisent la voiture. Malheureusement, le caractère très, très rural et avec la faible densité d'habitants de cette communauté de communes ne permet pas de débloquer suffisamment de fonds pour ça. Par contre, on est sur un outil très social et donc avec certaines restrictions. Le service est autorisé 1 à 2 fois par semaine pour tout le monde, mais avec pas mal de dérogations pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en réinsertion, les personnes âgées, etc. Et le prix du service est de 5 € par course, mais le tarif est réduit dès qu'il y a 2 personnes dans le véhicule. C'est un service en porte-à-porte, donc on n'est pas sur un TAD avec des arrêts, ce qui est tout à fait possible aussi, mais là on est sur un service en porte-à-porte avec, comme je l'ai évoqué, la centrale d'appel. On est en électron libre, c'est-à-dire que sur tout le territoire de la communauté de communes, les 60 communes, on va avoir 3 véhicules qui vont se déplacer et essayer de grouper les courses pour réduire le nombre de kilomètres à vide. Et chaque véhicule est adapté aux personnes à mobilité réduite avec une rampe et un accès pour fauteuil roulant. L'idée de ces optimisations, c'est de réduire le nombre de véhicules, de réduire le nombre de personnes dans les centrales d'appel. On essaye autant que faire se peut d'optimiser les trajets grâce à nos outils et donc de réduire les kilomètres à vide quand on peut l'usage de la voiture individuelle, et donc il y a cet aspect écologique, économique. Et dans ce cas précis, on est surtout sur l'idée de lien social, notamment avec cette idée de pouvoir mettre au sein du même véhicule une personne en réinsertion, une personne en fauteuil roulant et une personne âgée qui va faire ses courses. Voilà dans l'ensemble. Je reste disponible si vous avez des questions et je vais passer la parole à Marine Bruno de chez ECOV. Merci beaucoup. Merci Adrien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Ok, merci. Donc bonjour à tous et toutes. Donc moi je travaille chez ECOV. ECOV, on est un opérateur de ligne de covoiturage. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plus en détail le modèle de ligne de covoiturage spontané et solidaire, notamment au travers de l'exemple du Gévaudan, qui est l'exemple qui figure dans le guide des mobilités rurales de la FNTV. Le réseau du Gévaudan, c'est un réseau qui est constitué de 8 arrêts qui permettent de desservir 5 communes qu'on voit sur le plan du réseau à gauche. Comment ça fonctionne? Comment ce service de ligne de covoiturage spontané et solidaire fonctionne? Eh bien, en tant que passager, je me rends à l'arrêt et j'appuie sur le bouton qu'on voit donc sur la photo de gauche qui correspond à la destination à laquelle je veux me rendre. La destination s'affiche sur le panneau lumineux qu'on voit sur la photo de droite et des conducteurs qui sont en fait des personnes qui se rendent à leur travail, qui vont faire des courses, qui vont dans des rendez-vous, peuvent m'emmener sur leur trajet et me déposer donc à l'arrêt qui correspond à la destination que j'ai choisie. Donc, c'est des lignes de covoiturage qu'on déploie plutôt au-delà des zones d'attraction des métropoles, dans des territoires où il y a déjà une forte solidarité territoriale, où il y a déjà parfois, souvent même, des pratiques de covoiturage et d'autostop qui sont réalisées de manière informelle. C'est des projets assez simplifiés qui sont adaptés aux besoins locaux. En termes de... donc les conducteurs, on mesure qu'il y a environ 1 à 2 voitures sur 3 qui s'arrêtent quand il y a un passager qui attend. Donc, c'est vraiment un service qui est fiable avec des temps d'attente assez réduits, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'incitation. C'est gratuit pour les passagers, donc basé sur la solidarité. On a quand même une garantie forte et une fiabilité du service.
Et pour les passagers, c'est souvent donc des passagers qui pratiquent déjà parfois le covoiturage et qui parfois, donc pour certains et certaines, n'ont pas de voiture ou sont motivés pour des raisons environnementales. Hop. Et donc, pour rentrer un peu plus en détail sur le projet du Gévaudan, la volonté initiale, c'était de réduire l'autosolisme, qui concernait à peu près 90% des trajets sur le territoire. Donc, une étude de covoiturabilité, on a réalisé, nous, une étude de covoiturabilité. Chez ECOV, on a un bureau d'études rattaché donc à l'entreprise. On a donc réalisé une étude pour la collectivité et après, le réseau a été déployé et c'est l'agence lozérienne de la mobilité qui anime, qui prend en charge l'animation du réseau. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 4000 appuis-demandes par an. Et ce qui est intéressant sur ce réseau, c'est que les arrêts qui sont les plus demandés sont les arrêts Marvéjol et Le Buisson. Marvéjol, c'est un arrêt où il y a notamment un lycée à proximité. Et Le Buisson, c'est un arrêt où il y a un lac qui est assez prisé pendant la période estivale, l'été. Donc, il y a pas mal d'usages de type loisirs scolaires. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce modèle de ligne spontanée et solidaire, c'est qu'on a aussi des usages domicile-travail, des gens qui ont réalisé que c'était un service fréquent et vraiment fiable et sur lesquels ils peuvent compter aussi pour se rendre au travail, pour se rendre à des rendez-vous professionnels. Pour ouvrir un peu la discussion et les exemples autour de ces modèles de lignes de covoiturage spontané et solidaire, je vais détailler rapidement quelques autres exemples qu'on a déployés chez ECOV et qui montrent un peu différents cas d'usage qui permettent d'avoir une vue assez globale de ce à quoi peuvent ressembler ces réseaux. À l'échelle du Grand Chambéry, donc, on a un réseau qui, pour le coup, n'est pas constitué en ligne, comme la plupart, mais plutôt en arrêts qui sont regroupés par secteur. Sur le plan, on voit que les secteurs sont matérialisés par des différences de couleurs. Et c'est assez intéressant, les premiers arrêts ont été déployés en 2018 et les communes autour ont vu que ça fonctionnait vraiment et se rassemblent entre elles en secteur et donc sollicitent le Grand Chambéry pour le déploiement d'arrêts au fil de l'eau. Donc, en gros, depuis 2018, on a vu, on a ouvert des arrêts jusqu'à encore l'année dernière. Et ce qui donc c'est un réseau qui rayonne beaucoup aux alentours et la communauté d'agglomération du Grand Lac qui est également avoisinante du Grand Chambéry a déployé un réseau similaire qui sert notamment, donc territoire de montagne, qui sert pour les skieurs, notamment en période d'hiver. Et la communauté d'agglomération a mis en place, par exemple, des casiers aux arrêts qui permettent aux skieurs de stocker leurs skis, notamment skis de fond, pour pouvoir embarquer dans les véhicules qui les ramènent à la maison ou qui les amènent dans les stations de ski pour pouvoir skier. Et on a des exemples similaires sur le réseau de Courchevel, par exemple, qui répond aussi à ce type de demande. Le pays du Sungo, c'est aussi un réseau qu'on a déployé qui est intéressant, notamment parce qu'il permet de relier les communes à une gare SNCF. Donc voilà, c'est un exemple qui montre que les réseaux de lignes de covoiturage spontané et solidaire s'insèrent dans le système multimodal. C'est vraiment l'objectif, c'est de compléter l'offre existante là où elle est absente ou pas forcément suffisante pour répondre aux besoins. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple du réseau qu'on opère avec la communauté de communes de Brocéliande en Bretagne. La communauté de communes avait fait appel à la région pour déployer des lignes de cars. Et en fait, les axes Saint-Péran, Plélan et Maxent-Plélan n'avaient pas de ligne de bus. La communauté de communes a vraiment voulu que tous ses habitants puissent bénéficier d'une offre de transport collectif de qualité et donc a déployé des lignes de covoiturage solidaire et express sur ces axes-là. Et donc, les habitants de Saint-Péran et de Maxent peuvent se rendre
au Plélan pour faire leurs courses, pour se rendre à des rendez-vous, mais également pour accéder à Rennes, parce que une ligne de bus part du Plélan, une ligne de bus Bresgo part du Plélan pour aller à Rennes. Et là, on a l'image d'une usagère qui s'appelle Christine, qui donc attend une voiture à l'arrêt. C'est vraiment aussi l'intérêt et entre guillemets, ce qui fait aussi voilà, l'intérêt, entre guillemets, le charme de ces lignes, c'est l'aspect lien social, solidarité territoriale, qui est extrêmement importante et voilà, ça fonctionne sur cette base-là, mais ça permet d'accroître aussi des dynamiques locales de ce point de vue-là. Je me permets juste d'ouvrir la discussion et de finir sur ce qu'on fait aussi de différent chez ECOV. Vous nous connaissez peut-être sûrement, si vous connaissez, pour les lignes de covoiturage express, qui sont un autre type de ligne qu'on déploie sur des axes plus importants, plutôt à l'échelle des métropoles, où là, on a dans ce type d'offre une application, un parcours SMS, une garantie départ et voilà, des infos voyageurs en temps réel. Voilà, donc c'est deux typologies d'offres qui se complètent bien en fonction du volume de flux, donc de la typologie du territoire. Et je reste à votre disposition pour la moindre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup à tous. Alors, est-ce que nous avons déjà quelques questions? Je crois que la question dans le chat a été réglée par Adrien, donc ça c'est bon. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à l'un des trois intervenants, ou Corinne, ou pour l'Alliance? Ou un commentaire, un retour d'expérience, un complément? C'est toujours la première, la plus difficile. Sinon, moi j'en ai une pour Corinne. Peut-être en attendant qu'une question arrive dans ceux qui nous écoutent. Quelles sont les suites envisagées pour le guide? Est-ce que vous avez prévu de le diffuser davantage dans les zones rurales? Est-ce qu'il y a peut-être un suivi? Est-ce que on se dit que dans 2 ans, la situation des zones rurales a peut-être un petit peu évolué, donc les solutions auront changé? Quel est un peu le suivi de ce travail? Puisqu'il regorge de solutions, et j'imagine qu'elles vont être déployées maintenant, on va peut-être les connaître un peu mieux maintenant que le guide est publié. Sur l'année 2024, on va continuer à communiquer dessus, donc principalement sous forme de webinaires, parce que nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser au maximum sur les panels de solutions qui existent et toutes les possibilités multimodales qui peuvent s'offrir à chacun. Après, en 2026, on verra s'il y a des mises à jour à faire. Nous, on est partants. Parfait, merci Corinne. Alors je vois que, oui monsieur, vous avez une question, allez-y. Bonjour, c'est Dimitri Costandas. Désolé, le nom il apparaît du projet. J'ai une question pour les covoiturages. L'installation, ça coûte combien pour installer ces petites bornes que vous avez fait là-dedans? Est-ce que c'est... Quel est le prix? À peu près, grosso modo, dans le niveau de dizaines de milliards, de quelques milliards. Je pense que c'est une question pour ECOV. Oui, alors merci pour votre question. Sur l'exemple du Gévaudan que j'ai montré en premier, on est à un coût d'investissement on est moins de 100 000 euros pour la collectivité. Pour le déploiement. Combien de bornes? Combien de stations sur le réseau du Gévaudan, il y a 8 arrêts. OK. Voilà. Est-ce que la même chose, si on avec madame, on parle de l'idée des services publics à la demande, est-ce que la même chose peut être connectée, de donner aux conducteurs des petits bus à la demande? Et il peut dévier, ce n'est pas dans les routes, ça devient un service carrément. Au lieu d'avoir mon téléphone portable, parce que ce n'est pas des téléphones portables, pour des milliards de raisons, d'aller dans les bords, presser les boutons et de l'envoyer le message au conducteur du service à la demande des petits bus qui va venir me récupérer dans quelques temps pour m'amener dans la destination qu'on prévue.
Oui, c'est tout à fait envisageable et c'est notamment quelque chose qu'on envisage sur certains projets avec les véhicules autonomes, comme vous le savez. C'est pour ça que je pose la question, parce que nos opérateurs dans les projets ultimos, ils refusent de le faire, mais si on peut l'avoir à côté pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser le téléphone portable, personnes âgées, personnes, n'importe quoi, on les paie dans les positions stratégiques. Ça entre dans vos systèmes de PADA, c'est la même chose que moi j'utilise mon app, et voilà, bah, je donne encore un plus de services inclusivité pour les personnes qui ne sont pas IT savvy, etc. Tout à fait. Bah, alors ça, il y a certains cas d'usage qu'on envisage là-dessus, les véhicules autonomes, alors et ou pas forcément autonomes, mais pour tout ce qui est sortie de gare, les navettes dans les zones d'exploitation, les zones d'activité, ce genre de choses, où on est vraiment tout ce qui est premier, dernier kilomètre, rabattement. Où les usagers ne sont pas des usagers fréquents. Le tourisme, tous ces cas d'usage-là très très pertinents. C'est vrai qu'une borne à l'arrêt en disant moi je veux m'arrêter à tel endroit, voir une carte interactive et dire moi je voudrais aller là, c'est des choses qu'on envisage et qu'on sait faire, quoi. C'est pas, en tout cas sur le plan technique, c'est pas un gros sujet de notre côté. C'est plutôt trouver les territoires qui sont intéressés. Adrien, est-ce que tu participes dans les projets ultimos? Je travaille avec Javier et on s'est Javier? déjà vu, on s'est vu il n'y a pas longtemps, on s'est rencontrés pas loin de Genève. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, tout à fait. Donc, parce que tout ça, j'ai du mal à faire passer les messages et j'aimerais bien de l'avoir comme inclusivité parce que c'est priorité. Mais les TPG, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de fait, de laisser là-dedans. Bah, parlons-en avec Javier. Exactement. Connecte-moi, revenez vers moi pour voir comment on peut faire, que c'est quelque chose de très intéressant d'avoir le même service et peut-être on peut avoir aussi du budget pour l'installer. Ça sera très intéressant pour tout le monde. Avec plaisir. Merci. Marine, tu avais une question dans le chat, peut-être que si tu veux y répondre à voix haute, les bandes d'arrêt sont-elles connectées pour ECOV? J'étais en train d'y répondre à l'écrit, donc je vais dire c'est peut-être plus simple à l'oral. Les bornes d'arrêt sont connectées. On sait donc on sait combien de demandes sont effectuées, vers quelle destination, l'heure, le jour. Donc, on a un suivi, on suit les usages et on échange avec les collectivités régulièrement à ce sujet-là. On n'a pas on n'a pas le temps, on n'a pas la capacité de mesurer le temps d'attente et le succès de la prise du passager, parce que c'est, enfin voilà, on choisit pour ce type de territoire d'avoir une offre qui est légère, qui est adaptée aux besoins des territoires et comme j'ai dit, l'objectif de ces lignes, c'est enfin voilà, ça repose vraiment sur la solidarité territoriale et ça fonctionne de ce point de vue-là. Et donc, on fait le pari d'avoir quelque chose de plus léger. On songe éventuellement à une application, à pouvoir utiliser l'application pour les lignes de covoiturage spontané et solidaire. Donc, elle est un tout petit peu plus loin dans l'expérience usagée. Mais pour le moment, voilà. Pour le moment, c'est ça, mais ça pourra évoluer. Merci Marine. Il nous reste quelques minutes si vous avez d'autres questions, commentaires. Si d'ailleurs Adrien, Marine ou Victor ou Corinne, vous avez tout dit ou si vous aviez un dernier oubli, n'hésitez pas. Non, pas de questions supplémentaires? Oui, allez-y, je vous en prie. Bonjour. Déjà, merci à vous trois pour les présentations. Et moi, j'ai une question peut-être sur les publics qui utilisent du coup ces services. Aujourd'hui, est-ce que ce sont des publics qui sont plutôt
des usagers habituels du covoiturage, vous le disiez un peu tout à l'heure, et je voulais savoir s'il y avait une recherche pour faire une forme d'aller vers, pour aller transformer un peu plutôt les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce système. Et notamment, j'ai compris peut-être au travers de Victor, de la présentation, qu'il y avait un aller vers les entreprises. Est-ce que c'est fait dans d'autres structures, enfin vers d'autres structures? Je ne sais pas si c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord répondre pour Carros peut-être, puis ensuite on tourne. Ce que fait Carros, c'est qu'on observe que pour que le service fonctionne et pour créer de la densité, il faut de l'usage et il faut de la densité, et que c'est avec les employeurs qu'on la crée, parce que les employeurs et leurs salariés sont aussi les premiers demandeurs. Donc nous, on décide plutôt de se focaliser sur les employeurs, mais aussi sur les campus. Alors ça compte moins en zone rurale, mais on est sur un certain nombre d'autres zones où là, pour le coup, on va aller travailler avec les écoles, avec les universités qui sont très, entre guillemets, consommatrices en covoiturage. Et à partir du moment où on a cet usage-là, on a une forme de densité qui donne de meilleures chances d'avoir une mise en relation qui fonctionne sur le trajet. Donc, mais nous, en tant qu'opérateurs, on va vraiment se focaliser plutôt sur les entreprises et sur les campus, en se disant qu'à partir de là, on arrive à créer un réseau qui va bénéficier aux autres personnes du territoire qui pourront utiliser le service. En effet, on pourrait faire davantage de sensibilisation ou d'aller vers, comme vous le dites, d'autres publics, mais on a quand même un enjeu aussi de focalisation sur ce qui va d'abord créer de la densité et donc un meilleur service. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je me permets de répondre à la partie de la question sur les usagers et le fait de pouvoir aussi s'adresser à des personnes qui ne covoituraient pas avant. Évidemment, c'est l'objectif. Tout l'enjeu, c'est de réduire l'autosolisme et voilà, et d'augmenter structurellement le taux d'occupation. Donc en fait, l'objectif, c'est d'aller vers ça. Et nous, effectivement, on constate que les lignes de covoiturage solidaires et spontanées permettent d'institutionnaliser une pratique existante, certes, mais aussi de convaincre et d'apporter à la connaissance de personnes qui ne covoituraient pas avant, qui étaient autostolistes, parce que c'est un service qui est porté par la collectivité, qui est visible dans l'espace public, et il y a une forme d'institutionnalisation de la pratique du covoiturage, du partage de trajets, de l'augmentation du taux d'occupation, qui permettent vraiment de franchir un seuil et d'aller au-delà des pratiques existantes. C'est bien l'objectif. Merci à tous les deux. Une dernière question peut-être pour Ekov. Alors allez-y, et puis on prendra la question écrite ensuite. Oui, bonjour. Bonjour à tous, merci pour vos présentations. Moi, j'avais plusieurs questions. En fait, comment vous accompagnez les collectivités pour ne pas que le service essouffle, ou en tout cas pour toujours garder le même niveau ou voire augmenter le nombre d'utilisateurs? J'avais aussi la question notamment pour Marine, si je peux me permettre. Comment vous passez la barrière de la sécurité, ou même si ça peut concerner aussi les autres, par rapport aux lycéens, comment faire en sorte que les parents laissent, ou que ça concerne les adolescents, qui puissent covoiturer avec d'autres personnes. Voilà, c'était mes principales questions. Je suis désolée, j'ai oublié la première. C'est comment vous accompagnez en fait les collectivités, ou qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter que le service s'essouffle? Parce que nous, on a des aires de covoiturage et en fait, effectivement, sans communication ni animation, je pense que c'est une bonne partie, mais en gros, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous proposez pour les collectivités en fait? Ouais. Effectivement, c'est un point hyper important. Je crois que tu l'as mentionné aussi, Victor, dans ta présentation, l'animation du réseau. Aujourd'hui, nous, on porte vraiment le message qu'il faut un choc d'offres, donc il faut des infrastructures, il faut le déploiement de lignes et de solutions de covoiturage, de TAD, etc., mais que ça ne suffit pas
à vraiment passer le point de bascule de l'augmentation du taux d'occupation, etc. Donc, il y a une deuxième étape après le déploiement qui est ancrer des changements de comportement à long terme. Nous, on est un opérateur de ligne, donc on les déploie, mais on anime aussi tout le dispositif autour. Donc, on a des personnes chez ECOV qui sont dédiées à ça. Donc, c'est l'animation de communauté. Donc, ça peut passer par, on organise des petits déjeuners aux arrêts, des after-work. On a des communautés d'usagers sur les réseaux via des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, etc., d'usagers, d'usagères qui se retrouvent entre eux, qui peuvent même parfois dire je pars maintenant, je serai à l'arrêt dans 10 minutes. Parfois, ça en rassure certains et certaines. Et la vision qu'on porte derrière, c'est la vision d'un service public partagé qui est un peu en ligne de fond de notre approche, c'est-à-dire que les lignes de covoiturage, elles bénéficient aux usagers, aux usagères, mais ils sont aussi contributeurs en mettant leur siège libre à disposition. Et c'est autour de ça qu'on structure notre approche d'animation de communauté. Je ne suis pas juste un usager passif et je vais être emmené par quelqu'un. C'est en fait, je contribue moi-même à la création du service. Et en ce sens-là, il y a quelque chose d'un peu responsabilisant de l'ordre de la communauté, de la participation citoyenne qu'on essaye d'impulser. Donc voilà, sur l'exemple du Gévaudan que j'ai montré, la partie animation est gérée donc par l'agence de mobilité locale. Donc, c'est des configurations qui sont possibles aussi. À l'échelle du Grand Chambéry, c'est pareil. Mais auquel cas, on les forme. On a plusieurs sessions de formation qu'on organise justement pour transmettre un peu ces outils-là issus de notre expérience d'animation de réseau de covoiturage. Comment ça fonctionne, comment on arrive au point de bascule à l'échelle d'un réseau. Parce que tout l'enjeu à l'échelle d'un réseau de lignes de covoiturage, c'est la conversion en passagers. C'est plutôt ça. On a plutôt régulièrement pas mal de conducteurs, parce que finalement, c'est une prise de risque un peu moindre. En revanche, c'est dire, aujourd'hui, je laisse ma voiture au garage et j'attends un arrêt. C'est un cap qu'il faut passer. Et donc, c'est surtout à cette échelle-là qu'on travaille avec les usagers. Sur la question de la sécurité, c'est un vrai enjeu. Le fait que ce soit porté par la collectivité, ça permet d'avoir une certaine sécurité. Sur les lignes de covoiturage express que j'ai présentées à la fin, on a via l'application du coup le profil du conducteur avec les informations, le numéro de téléphone, etc. Sur les lignes de covoiturage spontanées et solidaires, effectivement, c'est un peu plus aléatoire parce que donc il n'y a pas d'application. On a en général, ça recoupe un peu l'argumentaire que je développais autour de la typologie de territoire. C'est des endroits où il y a déjà une forte solidarité, où les gens pratiquent déjà cette forme de déplacement. Alors, pas tous et toutes, mais le fait que ce soit porté par la collectivité, ça permet d'accroître la confiance là-dessus. Le risque zéro n'existe pas, clairement, et évidemment. Mais les pratiques existantes sont déjà présentes. Nous, on permet juste d'impulser et d'augmenter l'échelle, le nombre d'usagers et d'usagères, de personnes qui passent le cap. Merci. Peut-être pour compléter, côté carrosse, je vais dire un petit peu la même chose, mais pas uniquement. Donc, sur l'accompagnement des collectivités pour que le service évite de s'essouffler, déjà, il y a un point, c'est qu'on fait un reporting très précis pour éclairer la prise de décision. Donc, la collectivité a accès à un SaaS, donc à un logiciel où elle va pouvoir suivre en temps réel tous les éléments et tous les indicateurs du covoiturage. Ça va permettre d'éclairer certaines prises de décision et d'aller mener des actions assez précises sur une partie du territoire. Par ailleurs, on a beaucoup de présence sur le terrain. On anime, on fait des actions terrain. Donc, on a des personnes, des salariés de Carrosse qu'on appelle des consultants mobilité durable qui sont déployés partout sur le territoire
et qui vont aller mener des animations en entreprise, qui vont aller travailler avec les services dans la collectivité, etc. On apporte aussi à la collectivité un service en matière de marketing, communication, relations presse, parce que c'est un métier qu'on a plutôt bien développé en interne, et du coup on essaie de faire beaucoup de comédiatisation avec la collectivité, qui a souvent, qui parfois en territoire rural n'a pas toujours les services ou pas toujours le réflexe. Donc nous on donne par exemple un certain nombre de bonnes pratiques et un certain nombre de rendez-vous qu'il ne faut pas manquer avec la presse. Par exemple, à quel moment le service peut être valorisé, quand on arrive au Xème covoiturage, quelle action on peut faire. Et nous, souvent, c'est nous qui contactons les journalistes pour la collectivité. Enfin, c'est souvent plus simple. Ou alors, on explique, ah bah là, c'est le bon moment pour le faire. Si vous voulez, vous avez un communiqué de presse que vous pouvez retoucher, mais qu'on a préparé. Au 10e équivalent de vol aller-retour Paris-New York économisé, ou au 1000e panier d'achat, panier de courses redistribué en pouvoir d'achat, des choses comme ça qui marquent un petit peu, donc avec quelques jalons. Et ensuite, on est toujours dans une recherche d'optimisation. Par exemple, en l'occurrence, le PTR Bosch-Mossy qui nous ont dit on aimerait pouvoir aller plus loin en matérialisant le service. Et là, on a travaillé avec eux sur justement l'installation de ces fameux panneaux qui matérialisaient le service. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent faire que le service va se développer, ne va pas s'essouffler. L'essentiel, c'est d'être présent sur le terrain, d'avoir des idées et de mener des actions qui soient toujours guidées par l'étude et l'analyse de données. Et enfin, il y a l'aspect des personnes qui utilisent le service, qui sont d'anciens autosolistes, qui ont découvert le covoiturage souvent à travers leur employeur. Et eux, il faut vraiment que ça devienne des champions et des championnes du covoiturage. Donc, de la même manière qu'on fait remonter des indicateurs aux collectivités, aux entreprises, on fait remonter ces indicateurs qui sont souvent source de fierté aux covoitureurs sur le CO2 évité, le pouvoir d'achat qui a été redistribué, etc. etc. Et on crée souvent des sortes de championnats sur un territoire ou des choses comme ça pour continuer à les animer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Victor. Je vous propose de prendre une dernière question qui est assez intéressante et qui, dans les questions écrites, je pense qu'on peut profiter que vous soyez tous les trois là. Camille Viguet qui demande si les applications on pourrait imaginer un monde où les applications se parlent entre elles et on puisse, dans une métropole, utiliser Ecov et dans une autre, utiliser Caros et puis essayer de travailler en commun là-dessus. Est-ce que c'est un vœu pieux? On sait combien le confort et la praticité entre toutes les applications de mobilité, c'est très important pour qu'on puisse passer d'un mode à l'autre et finalement ne pas trop se poser de questions. Adrien, quelques pistes de réponse? Oui, il y a plusieurs questions dans la question et plusieurs réponses dans la question, mais pour la question. Mais pour ce qui concerne le TAD, il y a souvent des questions relatives à la complémentarité entre le TAD, les lignes fixes et éventuellement le covoiturage. Nos entreprises sont en discussion sur ce sujet. Il y a des sujets un peu techniques, comment on fait collaborer nos deux produits. Il y a aussi tout simplement, parfois, c'est ni le problème de Caros, d'Ecov ou de Padam Mobility, c'est le problème de la plateforme MAS, de planificateur d'itinéraire ou de système d'information voyageur local qui doit nous intégrer ou qui souhaite nous intégrer. Et à ce moment-là, c'est nous trois qui sommes intermédiaires ou interlocuteurs de ce produit central. Mais pour ce qui est d'une relation plus directe où on peut imaginer plusieurs coms de com qui souhaitent avoir un outil de transport à la demande et un outil de covoiturage et les rendre complémentaires, faire en sorte qu'ils ne se marchent pas dessus, ou alors que parfois, quand on manque d'un chauffeur, ce soit le TAD qui prenne le relais pour qu'il y ait une continuité de service. Ça sont des choses qui sont à l'étude, mais on cherche surtout le territoire qui va nous dire allez, on y va. Et permettre d'avoir la première mise en place, quoi. Merci Adrien. Peut-être pour compléter sur un point, particulièrement sur les lignes de covoiturage, chez Caros, ce qu'on développe, c'est vraiment l'exclusion de la tarification avantageuse des lignes de transport en commun pour éviter que la collectivité vienne subventionner deux fois et pour éviter de sortir des personnes du transport public pour le covoiturage. Donc, on a tout un système d'exclusion de lignes. Et ces lignes sur lesquelles on va se poser avec la collectivité pour les exclure du système,
on a la possibilité aussi d'intégrer des lignes de covoiturage, et particulièrement des lignes de covoiturage ECOV. C'est quelque chose qu'on fait déjà sur certains territoires. Donc voilà, de ce point de vue-là, sur les intégrations, et je sais aussi qu'on est en train de travailler sur une meilleure intégration entre nos systèmes et nos applications. C'est des choses qui prennent du temps, mais pour le coup, on a déjà un peu avancé. Et je sais aussi qu'avec PADAM, on est sur une expérimentation pour une meilleure intégration, d'abord en région Île-de-France et ensuite à valider pour la déployer ailleurs. Donc, on est des solutions qui se parlent et qui travaillent ensemble. Mais on a fait, on va dire, la moitié du chemin. Et peut-être pour compléter sur ce que tu dis, Victor, par exemple, à l'échelle de Grenoble, on opère avec Carros. En fait, nous, on a un réseau de lignes de covoiturage qui s'appelle M-Covoit Ligne Plus, qui est en marque blanche aussi sur le territoire. Et Carros a M-Covoit Rendez-vous, si je ne me trompe pas, Victor. Et les deux, en fait, se complètent très bien à l'échelle du territoire. Et donc, c'est tout à fait possible d'avoir à l'échelle d'un même territoire, d'une même communauté commune, d'une même échelle métropolitaine, deux offres différentes qui se complètent très bien dans le maillage, dans le type de service qui est proposé complètement. Ça existe déjà et ça vise à être renforcé. Merci tous les trois. Exemple parfait de dire on est solutions qui se parlent et vous répondez tous les trois à la question. Donc, c'est très chouette. Je propose à moins qu'il y ait une dernière question, qu'on s'arrête là. Alors, la suite des opérations, vous êtes évidemment les bienvenus tous pour nous écrire à chacune des entreprises, à la FNTV ou via l'Alliance pour qu'ensuite on relaie toutes les questions et projets que vous pourriez avoir. Et puis, nous, à l'Alliance, on vous donne rendez-vous le 6 mars prochain, suivez-nous, pour un webinaire avec AXA qui nous parlera du rôle de l'assurance dans la décarbonation de la mobilité. Alors, c'est peut-être un détail pour vous parce que finalement, ce n'est pas un grand acteur du transport, mais travailler sur le rôle de l'assurance pour passer à l'électrique, pour s'assurer que vous êtes équipé en cas de sinistre, etc., voire assurer des ponts, des autoroutes, des bornes de recharge et puis des stations, voire des gares entières. Comment on fait pour assurer la mobilité face au changement climatique? C'est un sujet qu'on va travailler ensemble lors du prochain webinaire avec nos partenaires. Donc ça, voilà, merci à tous, merci à tous les trois, Marine, Adrien et Victor. Et puis évidemment, merci à Corinne et à la FNTV de nous avoir réunis. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.